Bonsoir Kevin, je suis ravie de t'accueillir. Eh bien, ravi aussi d'être là. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous. Alors, si vous ne connaissez pas encore Kevin Finel, Kevin, tu es spécialiste de l'hypnose. Et pour bien expliquer ta spécialité, j'aimerais bien que tu te présentes parce que on se le disait en discutant là juste avant la conférence, il peut y avoir beaucoup de présupposés, beaucoup de fausses idées sur l'hypnose, beaucoup de peut-être de craintes parfois, et ce serait bien que tu nous fasses une petite remise à niveau sur ce qu'est l'hypnose et comment tu l'enseignes. Oui, avec plaisir. C'est vrai que bon, j'imagine que les gens qui sont là sont peut-être un peu plus sensibles à ces questions-là, mais ça véhicule encore beaucoup de préjugés, l'hypnose, malheureusement. Et les spectacles d'hypnose nous aident pas. Même si je pense que beaucoup de gens ont entendu parler du fait qu'on faisait des anesthésies par hypnose, donc il y a forcément là un côté à la fois sérieux et concret. Moi, l'hypnose, c'est quelque chose qui me fascine depuis que je suis tout petit. En fait, c'est ce qui me fascine derrière l'hypnose, c'est le fonctionnement de l'humain, le cerveau. Et en fait, l'hypnose, c'est une façon de nous amener dans notre propre inconscient, de nous amener à explorer notre intériorité. C'est une technique qui est très ancienne, même si ça fait assez peu de temps qu'on a des études scientifiques qui nous permettent de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne. Alors, je dis assez peu de temps, ça fait quand même 100 ans que c'est étudié aujourd'hui l'hypnose. On a quand même un gros corpus scientifique autour de ça. Mais l'idée, c'est tout simplement que on a dans notre état ordinaire une manière d'être, une façon d'être qui est un petit peu conditionnée par des apprentissages. Et l'hypnose permet d'aller derrière ces apprentissages, d'aller derrière ces conditionnements. Ça nous amène dans un état en fait introspectif assez fort où on va sortir un petit peu de notre carcan, de notre construction, et on va atteindre une plus grande flexibilité mentale. Ce qui fait qu'on peut agir sur des choses qui nous échappent d'habitude. Donc, je parlais de l'anesthésie. On peut, par exemple, couper les sensations d'une partie de son corps. Mais ça, c'est un peu marginal. En fait, au fond, c'est surtout utilisé en psychothérapie, en coaching, parce que depuis très longtemps, on s'est aperçu que c'était un outil qui était formidable, hyper efficace pour aider les gens à changer. Pour la petite histoire, c'est un hypnotiseur qui a inventé le mot psychothérapie, parce qu'en fait, ça vient de l'hypnose, la psychothérapie, et ça a été identifié très tôt comme outil privilégié pour aider les gens à changer, à évoluer et à dépasser des blocages. Ah, je t'entends pas, alors je sais pas si c'est que moi ou... Non, non, c'est moi. Ah, Merci beaucoup pour cette présentation. Ça nous permet d'entrée de jeu d'y voir plus clair. Pour démarrer, on va se demander comment l'hypnose permet de comprendre et d'agir sur ce qui inhibe la confiance en soi. Kevin va nous présenter ensuite une technique d'auto-hypnose simple, utilisable au quotidien. Donc, on va tous faire un on va faire exercice. une expérience. Ouais, Ouais. une expérience. Ça va être bien, tous ensemble. Vu qu'on est quand même plus de 3000, je pense que c'est assez intéressant en termes de communion. Et puis ensuite, on se demandera comment on utilise l'auto-hypnose pour transformer la perception qu'on a de nous-mêmes et enfin éliminer les doutes sur notre capacité à nous affirmer. Et je vous le disais, on a toute une série de questions-réponses qui vient ensuite avec Kevin à la fin de la conférence. Donc, Kevin, avec cette question, comment l'hypnose permet de comprendre et d'agir sur ce qui inhibe la confiance en soi. La question que je voulais te poser, c'est justement d'entrée de jeu savoir finalement qu'est-ce qui affecte le plus notre confiance. Et grâce à tes réponses, on va permettre ensuite de savoir comment on va travailler justement sur ces choses qui affectent notre confiance. Qu'est-ce qui voilà, compromet un peu notre confiance en nous au quotidien? Écoute, la liste est longue parce que selon les personnes, il peut y avoir des facteurs un petit peu différents. Je vais essayer de prendre les principaux. En fait, il y a un lien entre la confiance et on va dire l'estime de soi. Et cette estime de soi, cette confiance, dans notre enfance, elle va se construire à partir d'une représentation qu'on va se faire de nous-mêmes. Comment on devrait être. Cette représentation, elle est aiguillée forcément par nos parents, nos enseignants, tous les gens qui comptent pour nous et qui vont parfois indirectement, parfois directement nous dire tu devrais être comme ça. Donc tu devrais être un enfant gentil par exemple, tu devrais avoir des bons résultats à l'école, tu devrais être plus comme ça, moins comme ça. Et on va se créer une forme d'image idéale de soi. Ce qu'on devrait être, ce qu'on devrait atteindre. Le problème, c'est que, comme toute image idéale, bah, on l'atteint jamais. Et plus il y a d'écart entre ce qu'on croit qu'on devrait être et ce qu'on est, plus en tout cas on ressent cet écart-là, plus on va avoir l'impression de ne pas être ce qu'il faut être, pas être satisfaisant pour soi ou pour les autres, pas être assez bien, pas avoir assez bien réussi, pas faire assez bien. Et puis, au-delà de ce terrain-là, eh bien, il va y avoir des choses qui vont venir se greffer dessus. Par exemple, est-ce qu'on a eu des expériences difficiles et est-ce qu'on a su les gérer? On peut avoir eu des expériences difficiles, mais si on a eu les outils pour les transformer, ça devient même parfois des atouts pour la confiance.
Mais si on a su en faire quelque chose, ça vient nous miner, ça reste comme des ancrages un peu négatifs qui génèrent des peurs, qui vont générer des appréhensions, qui vont nous amener à nous replier sur nous-mêmes. Est-ce que on a eu beaucoup de critiques dans notre environnement? Là, pareil, hein, il peut y avoir des critiques constructives, ça peut être super, mais quelquefois, surtout si on est un peu sensible et qu'on a vécu beaucoup de critiques, des choses qui nous rabaissent, des choses qui nous amènent à nous juger un peu sévèrement, eh bien, ça va aussi énormément miner la confiance. Dans les autres causes, il y a les comparaisons. C'est quand on pense qu'il faudrait faire aussi bien que d'autres. Alors parfois, il y a des gens qui nous comparent, parfois nous-mêmes on se compare, c'est un mécanisme humain qui est assez naturel, mais là aussi il peut être quelquefois un petit peu fort. Donc ça, c'est un petit peu les bases de la confiance. Est-ce qu'on a un environnement qui va nous permettre de gagner en confiance et en estime de soi? Et en fait, ben, c'est rare qu'on ait un environnement parfait pour ça. Donc un enfant, quand il va grandir, il y a sans doute des endroits, il va y avoir des trous, il va y avoir des manques. Et en fait, c'est pas très grave, c'est normal. La vie est faite comme ça. On pourrait pas avoir une éducation parfaite, même si nos parents avaient essayé de faire au mieux, et même s'ils avaient été éduqués à faire au mieux avec des enfants, ce qui est pas le cas. En tant que parent, on découvre, hein, mais donc on fait des erreurs. Mais au fond, on pourrait jamais donner un environnement satisfaisant à 100% à un enfant qui grandit. Et je sais même pas si ça serait souhaitable, parce que c'est aussi dans la difficulté qu'on apprend quelquefois. Par contre, eh bien, si on ne sait pas gérer ce qui nous arrive, si on nous aide pas à gérer, si on nous encourage pas, si on nous aide pas à grandir quand il y a des difficultés ou des échecs, eh bien, on va garder des traces comme ça de choses qui ont été un peu difficiles. Et en grandissant, il y a un mécanisme assez naturel qui est un mécanisme de repli sur soi. Plus on avance en âge, moins on va être aventureux quelque part, parce qu'on va vouloir une zone de confort, on va vouloir quelque chose qu'on maîtrise, et donc ça grignote petit à petit notre confiance. Donc ça, c'est un peu l'histoire générale. Puis après, il y a évidemment plein de cas particuliers. Merci Kevin. Alors justement, quand on manque de confiance, il y a des situations qui peuvent nous faire extrêmement peur. Je pense à quelque chose qui est assez fréquent, qui est par exemple la prise de parole en public. Mais est-ce que tu aurais peut-être quelques peurs à nous expliquer? Peut-être les gens vont se reconnaître certainement dans certaines de ces peurs. Et puis, si vous êtes concerné, voilà, par des peurs qui justement affectent votre confiance en vous, n'hésitez pas à nous écrire de quoi vous avez peur dans le chat. Ça nous permet avec Kevin de rebondir et puis d'apporter des réponses un peu personnalisées. Quelles sont les peurs, toi, que les gens témoignent au quotidien? Bah, je pense qu'il y a d'un côté les peurs visibles, et tu parles de celle de parler en public. En fait, je disais tout à l'heure, il y a la question de la critique et du jugement. Et forcément, ça nous expose à 100% à ce jugement extérieur. On va s'imaginer que les gens vont nous regarder d'une certaine façon, vont se dire qu'on est comme ça, pas comme ça, etc. Donc, tous les endroits où on est confronté au regard de l'autre sont les endroits où se joue notre rapport à la confiance. Et évidemment, la plupart des gens vont à ce moment-là se faire des scénarios un petit peu catastrophes, des scénarios un peu pessimistes, se mettre à la place des autres, etc. Donc là, c'est peut-être les endroits où c'est très visible. Mais c'est aussi visible dans les endroits où on va être jugé indirectement. C'est tout ce qui va être en représentation, tout ce qui va être un examen, tout ce qui va être un travail à rendre. Dès qu'en fait, on a la possibilité d'être jugé par un tiers, il va se passer ça. C'est vrai aussi dans les rapports humains. C'est la peur de tout ce qui est situation de rencontre, de séduction, toute séduction nouvelle. Et ça nous amène aussi à l'autre terrain, c'est justement le changement ou la nouveauté. Quelqu'un qui a une bonne confiance ou une bonne estime de lui-même va plutôt regarder la nouveauté et le changement avec légèreté. En fait, il va être même stimulé par ça. Et je pense qu'au fond, si on était capable de garder notre âme d'enfant, on resterait stimulé par ça, parce que c'est bon de changer, d'explorer. Euh, mais souvent, quand on manque un peu d'estime et de confiance, on va chercher des choses rassurantes, on va chercher des réponses solides, on va avoir peur du doute, on va chercher de la certitude. Et donc, tout ce qui va nous confronter au changement va être assez difficile à vivre. Seulement, dans une vie, il y a beaucoup de changements. Donc, si quelqu'un, par exemple, vit une rupture sentimentale, un changement de travail, quelque chose un accident de vie, eh bien, c'est aussi sa capacité à avoir confiance en lui qui va le rendre plus ou moins résilient, en fait, qui va l'amener à rebondir, à se recréer, à se repenser, malgré les difficultés. Et donc, c'est souvent là que c'est mis en avant, et que les peurs vont ressortir quand tout d'un coup on va être exposé au changement. Oui, je pense en tout cas, et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime l'hypnose, c'est que ça nous ramène à un état primordial quelquefois, l'hypnose. Ça nous ramène derrière la construction de ces peurs, et on se rend compte justement comment elles ont été construites, ces peurs-là, et on peut peut-être retrouver justement un peu d'innocence, l'innocence de l'enfant qui a envie juste de découvrir le monde et qui est hyper curieux, et la curiosité prend le pas sur la peur dans ces cas-là.
Alors, il y a eu beaucoup de réactions quand on a demandé quelles étaient les peurs. Là, d'ailleurs, ça continue. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, tu parlais de la peur du jugement des autres, donc ne pas être aimé, peur du regard des autres. Celle-là, oui. Ouais. Il y en a qui sont très fréquentes et peut-être on peut en parler un petit peu. Et ensuite, tu vas nous expliquer justement en quoi l'hypnose peut nous aider à travailler là-dessus. Beaucoup de peur du changement, de la prise de décision, peur de l'échec, peur de reprendre un travail après un licenciement, peur de réussir. C'est marrant, cette peur d'avancer, ce blocage lié à justement d'autres perspectives. Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Mais il y a un mécanisme qui est assez naturel. Tu sais, en psychologie évolutive, c'est-à-dire la partie de la psychologie qui s'intéresse à la manière dont l'évolution de notre espèce a créé notre psychologie, on s'aperçoit qu'en fait, tout simplement, il y a encore pas si longtemps que ça, on vivait dans des états d'insécurité totale. En fait, ça remonte à quelques milliers d'années et ça paraît beaucoup, mais en fait, au sens de l'évolution de l'espèce, c'est vraiment la toute fin de l'évolution, ce qu'on vit aujourd'hui. Et du coup, pendant des millions d'années, notre organisme a été dans des contraintes très fortes, contraintes de survie. Et contrainte de survie veut dire je dois dépenser un minimum d'énergie pour survivre. Quand la nourriture est rare, quand on n'a pas toujours la capacité à se reposer, eh bien en fait, on est en économie d'énergie très très forte. Et tout changement, toute chose nouvelle demande beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources. Donc on a une manière un peu innée de lutter contre ça. Évidemment, quand on grandit dans un climat plutôt sécurisé, avec quelque chose qui va être sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour grandir, on va un peu diminuer cette peur justement, parce qu'on va se sentir capable d'affronter le changement. On sait qu'on a assez de ressources, des ressources réelles, mais aussi des ressources intérieures, psychologiques, pour affronter le changement. Quelqu'un qui n'a pas grandi avec ça, eh bien, il va être encore plus miné par ce besoin de contrôler, d'être dans un environnement sécurisé, et le changement va un peu plus lui faire peur. Le problème, c'est qu'en plus, ça va s'amplifier parce que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que plus on a peur du changement, moins on s'en confronte au changement, et plus on va éviter les situations qui nous rappellent justement que ça peut arriver. Et donc, on se retrouve parfois, et ça c'est un cas assez classique, hein, je pense, j'imagine qu'il y a des centaines de personnes là ce soir qui ont pu le vivre ou qui le vivent peut-être en ce moment. C'est le moment où ça ne tient plus parce qu'à force de s'être replié sur nous, de s'être créé un environnement sécurisé, eh bien, en fait, on ne se sent pas bien dans cet environnement-là, on a envie de changer. Alors, ça donne typiquement la crise de la quarantaine ou des choses comme ça. Ce moment où on reprend possession de soi, parfois de manière un peu violente parce qu'on ne sait pas bien le gérer, mais c'est aussi une conséquence des peurs qui nous ont un peu comprimés. Et il y a un moment où on a besoin de sortir de ce fonctionnement-là. L'idée, c'est évidemment que ça se passe le mieux possible quand ça arrive. C'est ça. Alors, je pense que ça concerne beaucoup de personnes. Et il y a aussi, donc, forcément, c'était la suite logique de notre conversation, beaucoup de questions sur justement comment l'hypnose va pouvoir nous aider à travailler sur nos peurs. En fait, je pense si on n'a jamais fait d'hypnose, on ignore globalement tout. On se demande par où on commence. Alors, il y a beaucoup de questions sur les risques. Déjà d'entrée de jeu, peut-être que tu peux répondre à cette question, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui Oui, disent ok, moi je veux bien qu'on me sorte l'hypnose comme une solution, mais est-ce que je peux rester perché? C'est vraiment des questions qu'on doit te poser aussi au quotidien, mais oui, oui. elle est revenue plusieurs fois, donc je me suis dit que j'allais te la poser. Tu peux rester comme ça dans un état de conscience un peu modifié et ne plus jamais redescendre. C'est marrant parce que c'est une question qui revient quelques fois, mais en fait, alors il faut savoir une chose, c'est que l'hypnose c'est un état qui est tout à fait naturel, en fait. C'est très étudié aujourd'hui, hein, il y a des milliers d'études sur l'hypnose. Je crois qu'on a 14 000 études scientifiques sur l'hypnose. C'est considérable. Il n'y a pas un domaine de psychothérapie qui a été autant étudié. Et des études voilà sérieuses, médicales pour certaines, pas que, hein, mais entre autres médicales. Donc c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, on sait comment ça fonctionne. On a encore des questions sur toutes les possibilités de l'hypnose. Il y a encore beaucoup de choses à chercher, à trouver dans tout ça, mais globalement, c'est quelque chose qui est connu. On sait que c'est sans risque. On sait que c'est un état naturel. C'était une question qui se posait au siècle dernier, mais elle a été tranchée aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Et pour vous donner un aperçu, en fait, vous le connaissez cet état-là parce que c'est un état que vous pouvez connaître soit quand vous êtes passionné par quelque chose, soit quand vous êtes touché par une œuvre artistique, par exemple. Plongé dans un livre, quand on est absorbé dans une musique, quand on est connecté à une expérience émotionnelle forte en étant au théâtre ou au cinéma, eh bien, on est déjà à la frontière de cet état-là. Les artistes connaissent mieux encore cet état-là, puisque c'est l'état qui permet de créer. C'est dans des états de conscience modifiés
qu'on va pouvoir accéder à des idées nouvelles, à justement des états dans lesquels on sort de la censure personnelle, on sort du besoin de plaire ou des choses comme ça. Donc les artistes connaissent très très bien cet état-là. Quand on fait une séance d'hypnose, eh bien on aide les gens à rencontrer cet état de manière volontaire, alors que d'habitude dans la vie, ça se passe de manière plutôt involontaire. Mais quand on vit un état d'hypnose naturel, imaginons demain, on va à une expo dans un musée, puis tout d'un coup on voit une sculpture ou un tableau et waouh, il se passe un truc. Ben, c'est ça l'hypnose en fait. Sauf que quand ça arrive un peu spontanément. Et là, l'idée, c'est d'aider les gens à trouver cet état-là par eux-mêmes. L'intuition de l'hypnose, elle est très ancienne, puisque dans toutes les cultures qui existent, eh bien, il y a des façons de modifier l'état de conscience, que ça soit dans les cultures où on va faire ça par des formes de méditation, le chamanisme, les derviches tourneurs. Enfin, il y a toujours des modifications d'état de conscience qui sont proposées, parce qu'on sait que ça reconnecte les gens à eux-mêmes. Donc en fait, c'est naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque. S'il y avait un risque, ça serait pas naturel justement. C'est pas comme, je sais pas moi, une drogue ou l'alcool ou des choses comme ça qui modifient aussi notre état de conscience d'une manière artificielle. Là, on va le faire de manière plutôt naturelle. On va le faire souvent de manière assez douce et progressive pour que les gens apprennent à découvrir cet état-là. Et c'est quelque chose qui est souvent très agréable à vivre. En fait, on a l'impression de se retrouver dans cet état-là. On a l'impression de se reconnecter à quelque chose qui est fondamental. Donc ça fait bien, en fait, cet état-là. Et en général, quand on l'a vécu, on a envie de le retrouver parce que c'est plutôt bon, quoi. C'est comme si on avait mangé quelque chose de bon. On a envie de le regoûter un peu après. Et puis par rapport aux croyances qu'on peut avoir quelquefois, donc non, évidemment, on reste jamais bloqué dans cet état-là. Il y a aucun cas qui a été recensé de quelqu'un qui serait resté bloqué dans cet état-là. Euh, il y a des gens parfois qui se disent, mais est-ce que quand on arrive dans un état d'hypnose, est-ce qu'on perd conscience? Et ça aussi, c'est une croyance un peu populaire qui est donnée par le spectacle. On a vraiment l'impression que les gens perdent conscience, mais il n'y a pas de perte de conscience. En fait, de toute façon, il y a jamais de perte de conscience. Même dans le coma, il y a toujours quelque part un truc qui est là. Hein. Donc en hypnose aussi, on est toujours lucide sur ce qui se passe, mais on est dans un autre état. C'est-à-dire que c'est comme si on regardait le réel et c'est comme si on se regardait nous-mêmes depuis un autre point de vue. Mais c'est quelque chose, je parlais de l'enfance tout à l'heure, dans l'enfance, on se fait naturellement des auto-hypnoses. Quand on rentre dans notre imagination, quand on joue, voilà, c'est des choses qu'on a déjà goûtées, qu'on a déjà senties. Mais dans notre culture à nous, on n'a pas appris à le faire vraiment, en fait. Alors que dans plein d'autres endroits du monde, c'est naturel d'utiliser ce genre d'outils. Donc pour nous, occidentaux, il y a besoin de le redécouvrir, de le réapprendre. Et c'est quelque chose qui est une belle aventure, quelque part. C'est partir en voyage à l'intérieur de soi. Alors du coup, on se demande si on vient donc voilà on a envie de faire de l'hypnose au sujet d'une peur qu'on a. Donc imaginons la peur de l'échec. Comment ça se passe concrètement? Par où on démarre? Comment va se passer une éventuelle séance? Sur quoi on va travailler concrètement? Est-ce que du coup on va se mettre dans un état de conscience modifié et puis on va peut-être extérioriser des choses qui sont inconscientes? Enfin, on se pose beaucoup de questions entre ce que va faire l'hypnose sur nos peurs qui sont très concrètes et qui nous enquiquinent au quotidien et qui nous enferment parfois dans un carcan dont il est difficile de sortir. Explique-nous un peu les liens du coup entre l'hypnose et le traitement de ces peurs. Alors, il y a la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, l'hypnose, quand elle va être faite par un professionnel qui accompagne quelqu'un, c'est un travail. C'est pas juste une séance. On va pas tester l'hypnose pour faire une séance. On va faire tout un travail qui va nous accompagner vers le changement. Travail qui va être parfois assez court si c'est une demande simple, parfois un peu plus long si c'est une demande complexe. Et l'idée, ça va être d'aider quelqu'un sur plusieurs plans. Premier plan, c'est nettoyer. Déjà, nettoyer, c'est se libérer parfois du poids du passé, des expériences qui nous ont touchés, qui nous ont affaiblis, qui nous ont déstructurés quelquefois, de parties de nous qui ont été quelquefois un peu violentées par la vie. Donc on va nettoyer, on va réparer déjà certaines choses, notamment notre histoire de vie. La deuxième chose, c'est que l'hypnose va nous permettre de rééduquer un petit peu nos fonctionnements. Donc, par exemple, si on a appris à avoir une réaction dans une situation, j'ai peur de parler en public, par exemple, eh bien, il y a une rééducation. C'est vraiment la cognition qui va travailler. On va apprendre au cerveau à fonctionner différemment, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de travailler sur des comportements, nous permet de travailler sur des réactions émotionnelles. Et il y a vraiment un côté réappropriation de soi. L'idée, c'est que, en fait, notre cerveau, il va créer des schémas, et ces schémas nous enferment un petit peu au bout d'un moment. On pourrait dire, si on voulait prendre le problème à l'envers, c'est que notre cerveau nous hypnotise. Déjà, on est déjà quelque part dans un état de conscience particulier qui n'est pas la réalité, qui est juste la réalité que notre cerveau crée pour nous à un instant donné. Mais c'est le résultat de plein d'apprentissages.
Et comme on est un peu bloqué dans ces apprentissages, on les subit, eh bien, il y a l'idée de recréer de l'espace, de recréer du mouvement. Grâce à l'état d'hypnose, en fait, on va trouver une plus grande flexibilité mentale. Tu vois, si je prenais une métaphore, je dirais que c'est un peu le yoga de l'esprit, l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va créer de la souplesse mentale grâce à ça. Et une personne va pouvoir tout simplement se déconditionner. Donc c'est l'inverse de ce qu'on pourrait penser, hein. L'hypnose ne conditionne pas, elle déconditionne plutôt, elle redonne les clés de son territoire intérieur et on va aider justement quelqu'un de cette façon-là à se retrouver quelque part. J'ai vu un peu plus tôt une question dans le chat qui était un peu liée à ça. Il y a quelqu'un qui disait, mais est-ce qu'on est nous-mêmes, est-ce qu'on est nous-mêmes sous hypnose? Et je trouve que c'est une très bonne question parce qu'en fait, on pourrait se demander si dans la vie de tous les jours, on est nous-mêmes. Je suis pas sûr. En fait, on est une version de nous-mêmes. On est un résultat de conditionnement et d'apprentissage. Et quand ce qu'on est dans la vie de tous les jours ne nous va pas, soit pour un comportement spécifique, soit pour un truc un peu plus global, c'est qu'on s'est un peu perdu en chemin. Et l'idée de l'hypnose, justement, c'est en effet de nous retrouver dans nous-mêmes. C'est-à-dire de se reconnecter à quelque chose qui est une sorte de profondeur intérieure, d'apprendre à la connaître et après de l'exprimer dans la vie de tous les jours autant que possible. Est-ce que, Kevin, tout le monde peut être hypnotisé? Il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce qu'on est tous réceptifs Oui, à c'est un l'hypnose? mythe. Le mythe de la réceptivité, c'est que, en fait, à l'époque de Mesmer, ça remonte au XVIIIe siècle, on pensait qu'il y avait un rapport avec l'électricité. Et donc, il y avait des gens qui étaient conducteurs, pas conducteurs. C'était l'époque du magnétisme et tout ça. Donc, c'est vraiment des trucs qui datent d'il y a très longtemps, mais qui sont encore, qui sont encore présents quelquefois dans les croyances populaires. Mais oui, tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque c'est un état naturel. En fait, c'est juste lié à notre fonctionnement normal, c'est le fonctionnement de notre cerveau de fonctionner de manière inconsciente. Et rentrer dans cette partie inconsciente de nous, c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre à faire. Après, comme c'est comme tout, hein, il y a des personnes qui vont être tout de suite à l'aise avec ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un petit peu de temps, d'être rassurées, par exemple, d'y aller peut-être par étapes. Mais voilà, c'est comme apprendre quelque chose en fait. Hein, c'est un apprentissage comme un autre. Tu vois, c'est comme si tu me disais, est-ce qu'on est tous sensibles à la musique? Est-ce qu'on est très réceptif à la musique? Je te dirais, bah oui, mais ça s'apprend. On ne naît pas réceptif à toutes les musiques. Peut-être qu'on a besoin d'être éduqué à certaines formes de musique. Et puis aussi, il y a des musiques qu'on aime et des musiques qu'on n'aimera pas. Et l'hypnose, c'est pareil. Il y a plein de façons de faire de l'hypnose. Moi, quand je rencontre quelqu'un pour une séance, j'essaie de comprendre un peu comment cette personne fonctionne pour lui proposer une manière de rentrer en hypnose qui va lui plaire, qui va lui convenir, qui va être liée à elle. Donc, il faut qu'on fasse un petit peu ce travail de sur-mesure pour que ça colle parfaitement. Mais à partir de là, voilà, c'est une aventure que tout le monde peut vraiment vivre. Il y a pas mal de parents qui posent des questions, de savoir si ça peut marcher sur les enfants. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions sur justement la peur de l'échec en classe, la phobie scolaire, des problèmes de harcèlement. Enfin voilà, on sait comme les enfants parfois à ce petit âge peuvent être cruels entre eux, etc. Donc il y a voilà, très petit, on peut aussi avoir des soucis de confiance en soi. Il y a des parents qui voilà demandaient s'il était possible d'adapter ça pour les enfants ou si pas du tout. Oui, en fait, les enfants sont souvent très très à l'aise avec ces techniques-là, plus que les adultes encore parce que ça fait partie de leur monde. Bon, après il y a enfants et enfants, ça dépend à quel âge, mais on va dire que jusqu'à 8-10 ans, c'est vraiment en général hyper facile pour eux. Après la période de l'adolescence, il faut qu'ils soient volontaires. C'est peut-être la question là qui est peut-être un peu plus complexe. Mais au niveau capacité, un enfant justement, il est très en lien avec son corps, ses ressentis, son imagination, et on peut lui apprendre par des petits jeux d'esprit à travailler sur son imagination. C'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est vraiment transmettre ça assez tôt. Et tu vois, par exemple, je pense que dès 5-6 ans, il y a plein de petits exercices. Alors, c'est pas forcément de l'hypnose très formelle qu'on va faire avec des enfants. C'est plutôt des petits exercices qui vont leur permettre de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Par exemple, de prendre une peur et de savoir la mettre à distance, de savoir mettre des mots sur leur ressenti et de jouer à modeler un peu leur ressenti. Ça, c'est des choses, voilà, parfois en quelques minutes, moi, je donne beaucoup de cours d'auto-hypnose, notamment, et justement, j'ai discuté hier avec une praticienne qui donne des cours d'auto-hypnose pour les enfants et qui me racontait quelques expériences comme ça qu'elle propose régulièrement. Il y a un côté magique parce que les enfants, ils prennent la technique, ils la testent, ça marche, et après, ils la réinventent et ils l'améliorent. Ils ont souvent une manière de s'approprier ça qui est très simple. Alors, il y a Claire qui nous dit, est-ce qu'on peut parler du sujet de la confiance en soi? Alors, on en parle, justement, Kevin nous a expliqué à quel point voilà, l'hypnose pouvait nous aider justement à combattre les peurs qui affectent notre confiance et puis les causes aussi d'une perte de confiance en soi. Donc, on est clairement là-dessus et puis on va continuer d'en parler tout au long de cette soirée.
Kevin, ce qui est bien aussi avec l'hypnose, c'est qu'on peut aussi pratiquer de l'auto-hypnose. Et ça, c'est le sujet eh bien de la partie qu'on a envie d'aborder maintenant. Tu vas nous présenter une technique d'auto-hypnose qui est simple, qu'on peut utiliser au quotidien pour renforcer notre confiance en nous. Est-ce que avant de démarrer l'exercice, est-ce que tu veux peut-être donner quelques indications aux personnes qui vont suivre cet exercice, où se mettre, comment s'asseoir, calme, pas calme, un casque, des écouteurs, les yeux fermés, assis, debout. Enfin bon, voilà toutes les questions qu'on peut se poser sur la posture qu'il faut adopter. Écoute, avec plaisir. C'est marrant parce que je voyais une question là tout à l'heure qui était, est-ce qu'il y a des contre-indications à l'hypnose? Donc, je précise avant l'exercice que non, tout le monde peut faire ces exercices. C'est des exercices qui sont très simples. Il n'y a pas de contre-indication à ça. L'hypnose est une chose qui est, je disais, naturelle. Donc, tout le monde déjà peut faire cette expérience. Il faut juste en avoir envie. Donc, si vous avez envie de faire cette expérience, ça va durer une dizaine de minutes et vous allez voir, ça va être très simple. Et je vous invite même peut-être à laisser le mot hypnose de côté et vous dire simplement, c'est comme si j'écoutais une histoire, et sauf que c'est une histoire dans laquelle je vais interagir avec l'histoire. Une histoire dont vous allez être les héros, les héroïnes, et vous allez jouer un petit peu avec le décor, avec ce qui va se créer autour de vous. Dans les questions aussi que les gens se posent parfois, il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité à visualiser. Il n'y a pas besoin de visualiser forcément pour faire de l'hypnose. Visualiser n'est pas très utile pour le travail intérieur de toute façon. C'est juste plus joli, mais voilà, c'est plus cosmétique qu'autre chose. Donc pas besoin d'avoir forcément des images mentales. Si on a, c'est bien. Si on n'a pas, c'est pas grave. Moi, je propose très souvent des petits exercices, notamment sur Instagram, d'hypnose avec beaucoup de personnes, et les retours sont assez géniaux parce que chacun vit des choses différentes. Je suis toujours assez étonné de ça. Et donc, évidemment, vous allez interpréter ce que je veux dire aussi, et chacune va partir dans un truc qui va lui être assez propre. Peut-être qu'on pourra échanger après sur les expériences de tout le monde. Pour vivre l'expérience, l'idée, c'est que simplement vous ne soyez pas dérangé. L'hypnose, c'est pas un état de sommeil, donc pas besoin de s'allonger. C'est même bien quelquefois, si vous vous sentez un peu fatigué, on est en fin de journée, de pas vous mettre dans une position trop confortable. Moi, je suis assis, j'ai pas de dossier, par exemple, mais ça, c'est parfait pour faire de l'auto-hypnose. Comme ça, vous restez présent vraiment à ce qui se passe. Si vous avez des écouteurs, c'est bien parce que ça crée une petite bulle, ça vous isole un petit peu du monde. Bah, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais si vous en avez sous la main, mettez-les, prenez quelques instants pour les mettre, ça va vous aider en tout cas. Et le plus important, bah, c'est qu'il n'y a rien à faire. Je voyais une question là aussi de quelqu'un qui disait mais est-ce qu'on peut résister à l'hypnose? Et en fait, oui, comme on pourrait résister à de la musique ou à un film au cinéma, mais ça n'aurait pas de sens en fait. Vous imaginez quelqu'un qui va au cinéma et qui à la fin dit j'ai résisté au film, on se dirait mais c'est absurde, t'es venu pour voir un film. Et donc bien sûr, ça veut dire qu'on peut jamais obliger quelqu'un à faire l'expérience. Donc c'est pour ça que ça demande d'en avoir envie, d'être à l'aise avec l'idée de vivre une aventure intérieure. Et puis à tout moment, si vous avez besoin, vous pouvez aussi sortir de l'expérience. Vous n'êtes jamais bloqué dedans, donc vous pouvez la commencer. S'il y a un truc qui vous interrompt, bah c'est pas grave. On peut ressortir de l'hypnose rapidement, c'est pas gênant. On peut y retourner après. Mais en tout cas, sentez-vous très très libre de vivre cette expérience jusqu'au bout si ça vous va. Et il peut se passer des choses étonnantes. Alors dernière petite indication, il peut y avoir des émotions, ça peut arriver parce que c'est forcément quelque chose qui peut nous toucher. Si c'est le cas, je vous invite simplement à accueillir les émotions qui viennent. Ça va être comme une vague. Et puis derrière, vous allez sentir que ça fait beaucoup de bien. Très bien, on va pouvoir se lancer. Est-ce que vous êtes tous prêts? On va peut-être laisser une petite minute à tous nos participants pour se mettre bien en condition. Donc, je vous invite à nous écrire peut-être que vous êtes prêts. Comme ça, dès qu'on reçoit les premiers prêts, Kevin va pouvoir démarrer. En fait, c'est ça. Alors, peut-être une indication aussi. Je vois quelqu'un qui dit l'envie ne suffit pas à lâcher prise. En fait, il n'y a même pas besoin d'avoir envie. On se pose pas la question de savoir si on va lâcher prise, par exemple, quand on écoute une histoire. Donc, c'est pour ça, je vous invite à vraiment vivre cette expérience comme si vous écoutiez une histoire, rien de plus. Laissons le mot hypnose, lâcher prise et tout ça de côté. Ce sont des choses qui peuvent nous donner des fausses images de ce qu'il faudrait faire. En fait, quelque part même, il n'y a rien à faire. Peut-être pendant que tout le monde se prépare, je peux expliquer un tout petit peu ce qu'on va faire. Ça permet de se mettre un petit peu en condition aussi. Je disais tout à l'heure qu'une des origines du manque de confiance, c'est un petit peu le jugement des autres. Mais c'est aussi un jugement qu'on a envers nous-mêmes. Et c'est souvent un jugement qu'on a internalisé dans notre éducation. Et j'ai choisi cette expérience parce que je pense qu'elle va parler à beaucoup, beaucoup de personnes, peut-être pas à tout le monde, hein, comme toute expérience collective, on touche jamais 100% des gens parce que il y a des gens qui sont plus ou moins concernés par ça, mais normalement, on a
tous et toutes vécu des moments où il y a eu des jugements extérieurs qu'on a internalisés. Et c'est là qu'on se dit, il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que je sois moins comme ça. Donc, c'est une sorte de juge intérieur, en fait. Et ce que je vous propose dans cette expérience, ça va être d'aller rencontrer ce juge intérieur, d'en faire une figure métaphorique, et on va voir un petit peu ce qu'on en fait. En tout cas, vous allez sentir que ça va travailler sur toutes les autocritiques, tous les moments où on est un petit peu, justement, un peu dur avec soi-même, on est un peu jugeant avec soi-même. Et ce que j'aimerais vous proposer dans cette expérience, qui va être courte, hein, mais c'est de baisser un peu cette pression-là. Puis je précise que c'est pas une thérapie qu'on va faire là, on va juste faire une petite expérience de 10 minutes qui en plus a une visée de découverte. Donc on va toucher du doigt quelque chose. Moi j'espère que ça va vous faire du bien. Je pense vraiment que ça peut vous faire du bien. Peut-être que vous aurez envie justement d'aller plus loin derrière en disant waouh, ça m'a fait du bien, je sens qu'il y a quelque chose à explorer. S'il y a des gens pour qui ça fait énormément de bien, ben c'est encore mieux. Mais on est vraiment là dans un premier pas, dans une expérience, un peu comme on pourrait goûter déjà quelque chose. Euh, et c'est vrai que chacun va y aller à son rythme aussi. Voilà pour les petites explications. J'espère que tout le monde est prêt. Merci Kevin. Bah, tout le monde est prêt là. Je pense que tu peux démarrer. Super. Alors, ce que je vous propose à tous et à toutes, ça va être donc une fois que vous êtes bien assis, peut-être avec les écouteurs, ça va être de mettre vos mains comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, comme ça, les mains écartées un peu l'une de l'autre, peut-être à 20 ou 30 centimètres de vous. Et puis, dès que c'est fait, j'aimerais vous proposer de fermer les yeux. De fermer les yeux et en écoutant ma voix, il n'y a rien de particulier à faire. Vous allez simplement imaginer que vos mains vont commencer à être attirées l'une vers l'autre. Vos mains se font face, vos yeux sont fermés. Vous commencez à rentrer un petit peu plus en connexion avec vous-même. Naturellement, dès qu'on ferme les yeux, on est un peu plus connecté à notre corps, à nos ressentis. La respiration va commencer à se faire un peu plus douce, un peu plus calme. Et vos mains commencent à se rapprocher l'une de l'autre tout doucement. Peut-être que vous allez avoir l'impression que ce mouvement n'est pas un mouvement très volontaire. C'est comme si vous laissiez le mouvement se faire, comme si en imaginant l'attirance des mains comme un courant magnétique qui attirait les mains, comme une sensation d'attirance. Ce mouvement commence à se faire et lentement, plus il se fait, à chaque fois que les mains avancent un peu plus l'une vers l'autre, vous commencez à rentrer un peu plus à l'intérieur de vous-même. Il y en a pour qui ça va aller un peu plus vite et d'autres pour qui ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est pas très grave. Chacun y va à son rythme. Vos mains sont comme attirées l'une par l'autre et plus elles s'approchent, plus le corps commence à changer de rythme et de sensation. Il y a comme une impression très douce et très agréable de quelque chose qui s'apaise. Sans qu'il y ait besoin de savoir quoi, sans qu'il y ait besoin de savoir comment. Vous vous connectez à vous-même et tout doucement, un peu comme si on faisait un pas de côté avec le monde habituel, un peu comme si on partait dans une rêverie, un peu comme si on prenait un chemin de traverse, on s'égare un peu, on voyage un peu, et on sort du monde, on sort de l'instant dans lequel on est. Ça nous arrive parfois en lisant un livre, ça nous arrive parfois en regardant un film. On oublie un peu notre corps, on oublie un peu le temps qui passe. On écoute une voix qui nous parle, on regarde des images, on lit des mots. Et notre imagination se réveille. Nos sens intérieurs commencent à se mettre en marche. On rentre dans un monde onirique, presque comme un demi-rêve. On est de plus en plus connecté à nous-mêmes et le monde paraît de plus en plus lointain, comme si on s'offrait une parenthèse, un voyage intérieur. Les mains continuent à s'approcher l'une de l'autre. Peut-être qu'elles iront jusqu'à se toucher. C'est comme si elles symbolisaient le trajet que vous faites à l'intérieur de vous. Et vous rentrez de plus en plus simplement, de plus en plus naturellement dans cette connexion à vous-même. Parfois, on ressent que le corps est un peu plus lourd, un engourdissement, ça peut être très confortable, chaleureux. Un peu comme ces moments où nos yeux sont dans le vide, on oublie ce qui est autour de nous, on plonge dans une pensée profonde.
Et puis il y a tous ces mécanismes inconscients à l'intérieur de vous. Tout ce que vous êtes, tous les apprentissages de votre vie, c'est comme si vous vous connectiez à toute cette immensité inconsciente à l'intérieur de vous. Et tout doucement, je vais vous demander de vous reconnecter à des pensées qui peuvent vous venir quelquefois. Vous savez, ces pensées qui jugent. T'aurais pas dû faire ça. T'aurais pu faire mieux. T'aurais dû réussir ça. Un tel a fait mieux. Ces pensées qui jugent, qui comparent. Ces pensées que vous avez entendues des milliers de fois dans votre tête, dans votre esprit. Peut-être même certaines qui sont prononcées presque quotidiennement, à tel point qu'on n'y fait plus vraiment attention. Comme une rengaine. Un cycle. Des pensées qui viennent et qui remontent, et c'est comme si vous les entendiez à nouveau. Elles sont là. Vous leur faites de la place même pour mieux les entendre, comme un concert de pensées, de critiques. Et tout doucement, j'aimerais vous proposer de suivre le chemin de ces critiques, comme si vous demandiez d'où elles viennent, comme si vous vous demandiez vers où il faut remonter pour retrouver leur origine. Tout doucement, vous allez vous demander de quelle époque elles viennent, quel âge elles ont, ces pensées. Il y a parfois des choses plus anciennes qui remontent. Parfois, ça nous ramène vers des âges un peu plus précoces. De qui elles viennent, ces pensées? À quel moment elles ont été entendues? Parfois, on se rappelle de la voix de quelqu'un qui nous dit quoi faire ou quoi ne pas faire. Parfois, on se rappelle d'une phrase, d'une sentence prononcée, d'un mot sur un cahier, d'un regard qui en disait long. Et on remonte. On remonte un peu plus dans le temps. J'aimerais demander à votre part inconsciente de vous ramener vers un endroit en particulier, un endroit qui est à l'origine de certaines de ces phrases, à l'origine de certaines de ces pensées, de vos pensées. Remontez dans le temps jusqu'à vous retrouver quelque part en face d'une personne peut-être, d'un lieu, d'une situation, de ce moment que choisit votre part inconsciente, comme une scène qui se dévoile, qui s'ouvre à vous, d'une personne réelle ou symbolique peut-être, qui représente ce jugement, cette critique. À cet âge-là, à ce moment-là de votre vie, peut-être que cette phrase a eu un poids particulier, peut-être que ces mots vous ont atteint d'une certaine façon. Mais là, en revenant dans cette expérience, en retrouvant cette connexion avec ce moment de vie, en vous reconnectant à celui, à celle que vous étiez à cet instant-là, c'est comme si vous preniez ces mots, comme si vous preniez ce jugement, cette critique ou quoi que ce soit à ce moment-là, et que vous le rendez à la personne de qui ça vient. Que vous le redonnez comme un cadeau que vous ne souhaitez pas prendre, un fardeau que vous ne souhaitez pas porter. Vous le redonnez à cette personne. Comme si cet instant-là, vous décidez que ceci ne vous appartient pas. Que ce n'est pas quelque chose à garder, que c'est juste quelque chose à redonner. Sans colère, sans haine, sans rien du tout. Juste l'idée de redonner à la personne à qui ça appartient la propriété de cette idée, de cette sensation, de ces mots. Et au moment où vous faites ça, c'est comme s'il y avait un soulagement, comme si à un endroit particulier de vous-même, il y a quelque chose
qui venait se dénouer, comme un apprentissage ancien, une vieille tension. Parfois c'est là depuis si longtemps qu'on a oublié que c'était là. Comme si, quelque part en vous, une version ancienne de vous-même se libérait. Se libérer de quelque chose qui avait été porté pendant si longtemps. La respiration s'apaise encore. Le corps se relâche. Ce changement, il existe dans plusieurs époques. Dans le passé et dans le présent. Comme si ces deux époques communiquaient entre elles. D'une certaine façon, c'est il y a très longtemps que ça se passe. Et en même temps, c'est encore tellement lié à ce que vous êtes, à la personne que vous êtes aujourd'hui. Ce soulagement existe dans les deux époques. Comme si certaines phrases, certaines critiques, certaines pensées qui vous ont accompagné pendant si longtemps s'éteignaient. Comme si elles avaient été débranchées. La sensation que même dans le présent, des années après, l'écho de ces phrases disparaît. Ça libère. Ça relâche. Ça fait du bien. Vous pouvez imaginer cette ancienne version de vous il y a très longtemps. Et en même temps, vous reconnectez tout doucement à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous reconnectez tout doucement à votre corps. Vous reconnectez à vos mains, et je ne sais pas où elles sont. Peut-être même que ça n'a plus beaucoup d'importance depuis quelques minutes. Vous reconnectez à votre respiration et reprendre une respiration un peu plus vivante, un peu plus présente. Peut-être vous étirer un peu, rouvrir les yeux quand vous voulez. Prendre le temps. S'il y en a qui veulent continuer un peu l'expérience, prendre le temps de revenir un peu plus doucement, c'est possible aussi. Puis je vous propose au fur et à mesure que vous revenez de partager peut-être un petit peu ce qui s'est passé pour vous. C'est toujours un peu court de proposer une expérience comme ça sur 10 minutes. Mais voilà, j'espère que ça a été un joli voyage et que ça vous a fait du bien. Merci beaucoup, Kevin. Ben, en effet, il n'y a plus aucun commentaire dans le chat, donc je pense que tout le monde s'est laissé porter. On va laisser nos participants voilà, se remettre un petit peu et peut-être lire, comme tu l'as proposé, les réactions dans le chat. N'hésitez pas à nous dire eh bien, ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé pour vous, cette expérience. Peut-être c'était la première fois. Ouais. Il y a quelques commentaires qui sont en train d'arriver. Il y a une personne qui dit qu'elle n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'expérience, ce qui peut arriver quand on fait une expérience collective comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été émus apparemment, ouais. Oui, c'est parfois on va toucher des choses assez fortes. Il y a peut-être des personnes qui ont eu des émotions aussi qui sont passées. Je le disais tout à l'heure, ça peut arriver quand on fait ça. L'idée, c'est vraiment aussi parfois, je parlais de nettoyage tout à l'heure, et c'est un exercice qui vient un peu nettoyer les causes du manque de confiance. Absolument. Oui, beaucoup de gens ont lâché prise et oui, sont remontés un peu dans l'enfance. C'est ce qu'on peut lire. Oui, je voyais, il y a des beaux commentaires. Il y a quelqu'un qui a maîtresse de CM2, donc on est... Oui, j'ai vu ça aussi, oui. On est clairement remonté assez haut. Ouais, retour vers mes 9 ans, humiliation difficile dans l'enfance, mémoire d'enfance, etc., etc. Il y a tellement de choses, on a du mal à tout lire, mais en tout cas, on est ravis avec Kevin que cette expérience vous ait plu et que tout le monde a été réceptif. Donc, vous voyez, ceci explique cela. Kevin, là, c'est une expérience qu'on a faite comme ça, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans son quotidien? Alors peut-être pas tous les jours, mais à quel moment on peut réaliser ce genre d'exercice quand on est un peu submergé par une crise de confiance, par un stress, par imaginons je dois prendre la parole en public pour mon boulot et ça me terrorise parce que je pense que je vais être clairement nulle. À quel moment on peut mettre ça en place?
Je pense il y a deux façons de procéder en fait, et c'est un petit peu justement c'est là-dessus qu'on travaille pour la masterclass sur Mentor Show, c'est que il y a des choses qui sont situationnelles. Par exemple, je dois prendre la parole en public, je dois passer un examen et tout ça. Et là, on va avoir un côté bon instantané. Il faut que ça aille bien. C'est peut-être pas un travail de fond, mais en fait, ça va aider à passer le cap. Je vis une situation difficile, j'ai besoin de me sentir bien. Et c'est souvent comme ça qu'on vient à l'hypnose, c'est parce qu'on vit un truc pas simple et on sait pas comment s'en sortir, on a besoin du truc qui va nous donner le coup de pouce, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, qui est mieux au fond, mais il faut encore prendre le temps pour le faire, c'est le travail de fond. Et ça va demander peut-être un peu plus de temps. C'est bien de pas le faire dans l'urgence, du coup, c'est bien de se laisser du temps. Là, c'est peut-être une pratique un peu plus régulière, mais qui va vraiment nous créer des bases solides, nous consolider. Je pense qu'on peut s'octroyer un petit cadeau régulier. Alors peut-être pas tous les jours, comme tu dis, mais tu vois, si on commence à pratiquer l'auto-hypnose en disant que c'est une hygiène mentale en fait. Voilà, je prends ma douche le matin ou le soir et puis je me dis que c'est bon pour mon corps, c'est l'hygiène du corps, mais mon esprit aussi a besoin d'une hygiène, il a besoin de se nettoyer un peu, il a besoin de se libérer, de se reconnecter à des choses positives. Donc voilà, il y a le côté situationnel, je me fais du bien quand j'en ai vraiment besoin, et puis il y a le côté travail de fond. Et dans l'idéal, une fois qu'on a fait un peu ce travail de fond, on a des outils après pour le quotidien, et on peut vraiment, ce genre de pratique, en s'appropriant un peu, le pratiquer en auto-hypnose en quelques minutes quand on en a besoin, et ça change beaucoup, beaucoup de choses dans une vie, en fait, d'avoir ces outils. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur des relations compliquées avec des maîtresses ou des maîtres à l'école Ouais. primaire. C'est vrai que je m'attendais pas, je t'avoue, je pensais à des traumas liés à l'enfance, mais en lien avec la famille ou les proches. Et c'est vrai que le trauma de l'école a l'air d'être Mhm. assez présent chez beaucoup de nos participants et a l'air d'affecter la confiance encore aujourd'hui à l'âge adulte. C'est souvent ce qui revient, ouais. Tu sais, je pense que alors les enseignants font un boulot qui est parfois un petit peu dur, et puis surtout, et même aujourd'hui encore, on n'apprend pas. Par exemple, un enseignant ne connaît pas les stades d'évolution de l'enfance, ce qui est terrible en fait, parce que on va demander à des enfants des choses quelquefois qui ne correspondent pas à leur stade naturel de développement. Et notamment, il y a des périodes qui sont très importantes, qui sont fondamentales pour la confiance, et on voit là, c'est ce qui ressort le plus. Hein. C'est souvent en école primaire, en effet. Parfois, on monte même plus loin, mais c'est plus rare. Mais c'est souvent là que ça se construit, en fait, parce que c'est le moment où on va commencer à comprendre qu'il faut plaire, par exemple, et que c'est important d'être intégré socialement. Là aussi, tu vois, on a une demande qui est très forte en tant qu'être humain. On sait qu'on a besoin d'être intégré socialement, d'être accepté, c'est la peur du rejet, c'est des choses comme ça qui vont se créer là. Et en fait, dans ces moments-là, une figure d'autorité, et ben, un prof va souvent prendre malgré lui cette posture de figure d'autorité, ben, tout ce qu'il va nous dire va être amplifié. Et même quelquefois quelque chose qui passe si dramatique que ça, pouf, ça peut être vécu très fort par un enfant. Et s'il n'a pas un espace où il va pouvoir travailler dessus, le dire tout simplement, eh bien ça peut rester engrammé comme ça. Donc c'est assez courant, oui. Ouais, très, très, très intéressant. D'ailleurs, là, maintenant qu'on en a parlé, les commentaires continuent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui, voilà, ont eu cette première expérience favorable de faire? Alors bon, bien sûr, je vais vous présenter dans un moment un programme auquel vous allez vous abonner. Et du coup, quand la masterclass de Kevin sera créée, eh bien, vous pourrez en bénéficier. Donc ça, c'est dit. Mais il y a beaucoup de questions qui se demandaient vers qui on se tourne, comment trouver un bon hypnotiseur, parce que c'est vrai que le mot hypnotiseur, il inspire pas confiance Oui. en fait de jeu, un peu comme Mais ça. du coup, on dit pas hypnotiseur. C'est vrai que le mot hypnotiseur, c'est souvent lié au spectacle. On parle de praticien en hypnose, de praticienne en hypnose, d'hypnothérapeute, Voilà. d'hypnologue. Ouais. Moi, j'ai une école de formation où on forme des gens, ce qui est une école qui fait partie des écoles assez sérieuses. Je dirige aussi le syndicat des métiers de l'hypnose, donc on essaye aussi de créer une profession reconnue et tout ça. Donc l'école s'appelle l'Arche, c'est l'Académie de recherche et de connaissances en hypnose ericksonienne, et il y a des listes de praticiens, de praticiennes dans tout le monde francophone dessus. Donc ça peut être un moyen voilà, de rencontrer des personnes qui pratiquent. Maintenant, il y a aussi vraiment la relation qui est importante. C'est-à-dire que quelqu'un peut être bien formé, mais il y a la rencontre. On va jamais passer avec tout le monde. Donc moi, ce que je conseille aux gens, quand ils voient peut-être deux, trois personnes pas très loin de chez eux, aujourd'hui, on a formé beaucoup de gens en France. Il y a maintenant pas mal de gens qui pratiquent bien l'hypnose. Il y a vraiment, ça a beaucoup changé en 10 ans. Mais ça vaut le coup d'appeler deux, trois personnes, de discuter un peu et de se dire, ah, cette personne, je sens que je vais me sentir bien. Parce qu'en fait, au fond, pour vraiment rentrer dans une expérience qui va nous transformer, on a besoin d'une relation de confiance, de se sentir en sécurité avec quelqu'un. Donc ça, c'est les prémices de l'hypnose. Et plus notre demande va être grave, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a besoin de travailler sur un traumatisme lourd, qui a encore plus besoin de ce lien de confiance.
Puis après, bah, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'auto-hypnose, mais ça sera justement le but aussi de ce qu'on prépare ensemble. Absolument. Alors, merci pour tout ce que tu nous as enseigné jusque-là. Ça fait déjà 1 heure qu'on se parle, le temps passe vite. Incroyable exercice, je pense que tout le monde a été Il y a des assez... beaux commentaires, ça fait plaisir. Ouais, il y a des super commentaires et je pense que oui, vu qu'on se parle de la confiance en soi ce soir, vous êtes peut-être allé commencer à chercher un peu l'origine de certains troubles que vous ressentez, voilà, des comportements à l'école, des relations avec des proches ou des parents, etc. Donc voilà, c'est une invitation ce soir à continuer de creuser tout ça pour vous. Donc Kevin, tu nous as expliqué comment l'hypnose, l'auto-hypnose peut nous aider à travailler sur nos peurs, celles qui affectent et inhibe notre confiance et la sabote parfois. On a vu aussi que c'était à la portée de tous de pratiquer l'auto-hypnose. Alors là, on était dans un moment assez calme, mais Kevin, voilà, tu nous as dit qu'on pouvait aussi utiliser cette technique dans un moment de stress, de perte de confiance avant un événement important au travail ou dans notre vie privée. Question de Muriel sur la prise de décision. Parfois, on se fait pas confiance et on hésite. Et est-ce que l'hypnose, peut nous aider à faire le bon choix? Bah, en tout cas, c'est pas avec l'hypnose qu'on va choisir, mais on peut explorer des choses, oui. Il y a une des choses que je travaille souvent avec les personnes qui sont dans ces questions-là, c'est en fait quand on rentre dans un état d'hypnose un peu plus profond que ce qu'on a fait là, on peut vraiment rentrer dans une projection mentale très forte. Et par exemple, quand on a un dilemme, on a 2 chemins de vie qui s'offrent à nous. On peut aller visiter en hypnose le premier avec toutes les conséquences logiques qu'il va avoir. On peut aller visiter le deuxième. Et souvent, quand on revient, on a l'impression, presque comme un rêve, d'avoir vraiment vécu ces expériences et de sentir celle qui va le plus nous épanouir. On va mieux comprendre les conséquences que ça va avoir. Donc l'hypnose peut être un très bon amplificateur de notre imagination pour aider après à prendre des décisions. J'ai pas mal de questions sur est-ce qu'on peut gérer donc la honte avec l'hypnose? Est-ce qu'on peut travailler sur ce sentiment parfois de honte qui peut nous empêcher aussi d'avancer dans la vie et de prendre confiance? Oui, c'est des demandes assez courantes sur honte, sur culpabilité. On est souvent éduqué, en tout cas, à avoir ces émotions-là parce que c'est aussi un régulateur social. Mais il y a aussi des personnes qui l'ont en excès. Alors, on va retrouver la question du jugement sur soi, qui va être un peu difficile. On va aussi avoir des limites apprises sur ce qui est bien, pas bien, avec des morales, avec des choses comme celle-là. Et puis parfois, c'est très insidieux parce que c'est pas quelque chose qui a été explicite dans notre vie, mais on est dans une culture judéo-chrétienne avec beaucoup de culpabilité, une culture de la honte qui est assez forte. Et il y a souvent besoin de se libérer de ça, en fait, et de comprendre déjà, en fait, à comment ça s'est insinué dans notre vie, en fait, ce mécanisme-là. Et puis trouver le bon réglage, parce que n'avoir aucune honte, bah, ça serait peut-être aussi un petit peu gênant, on finirait par avoir aucune limite sociale. Mais il faut trouver le bon réglage, celui avec lequel on est à l'aise. Quelquefois, on fait expérimenter aux gens un peu trop de manque de honte pour qu'ils sentent ce que ça fait dans leur vie pendant 1 semaine ou 2, puis après on essaie de retrouver le bon réglage pour qu'ils arrivent à se dire voilà ce qui est bon, voilà avec quoi je suis à l'aise, et il y a besoin d'expérimenter un petit peu sur tout ça. Est-ce que tu aurais, Kevin, je sais pas moi, l'exemple de quelqu'un que tu as suivi, accompagné, qui est venu avec un problème et qui est reparti en se sentant beaucoup mieux, on va dire, au bout de plusieurs mois, peut-être années? Sur un sujet particulier, tu veux dire? Ouais, Parce qu'il sur un y a sujet, beaucoup de... oui, j'imagine, mais est-ce que tu penses peut-être, ou alors voilà, quelqu'un qui est venu pour une question et que tu as accompagné, que tu as aidé, ou alors un type de problème sur lequel tu as travaillé, et voilà, je me demandais si tu avais le souvenir de... Ouais, bah, écoute, je vais prendre un exemple qui est très frais. Il m'arrive de faire des démonstrations publiques d'hypnose pour expliquer comment ça fonctionne. J'appelle ça des cabinets publics. Je fais ça régulièrement. Et il y a pas longtemps, j'en avais fait un en ligne sur la question. Je prends un thème parfois. Là, c'était la question de la dépendance affective. Et il y a une personne qui s'était proposée pour faire la démonstration avec moi, qui nous avait parlé un petit peu de ce mécanisme de dépendance affective. On retrouve un peu des problèmes d'estime souvent dans ce mécanisme-là. Et on avait travaillé notamment sur le fait de diminuer les attentes qu'elle avait de la relation. Parce qu'elle avait tellement besoin que cette relation soit bien, d'être aimée, d'être acceptée, qu'en fait, ça la mettait dans quelque chose qui était vraiment une sorte d'hyper-exigence, en fait, de perfection, et qui était destructeur. Et qui avait déjà détruit plusieurs relations. Et ouais, je pense à cette personne parce qu'elle m'a envoyé un petit message que j'ai découvert. Là, je rentrais de vacances, puis en lisant mes mails, j'ai découvert ce message-là où elle me disait justement qu'elle arrivait en fait à s'autoriser à ne pas être parfaite, cette personne, ce qui était un grand
Alors c'est chouette parce que dans les démonstrations, une démonstration, ça reste une séance, c'est pas toute une thérapie. Mais c'est toujours beau de voir que on peut arriver à jouer déjà sur un paramètre, puis après, la personne fait son chemin autour de ça. Mais je trouve que c'est beau quand on arrive à libérer les gens de la pression qu'ils se mettent, en tout cas. Puis là, il y avait vraiment ce côté-là, s'autoriser. On revient aussi sur la honte, hein, la question d'avant, s'autoriser à pas être parfait, s'autoriser à être soi, en fait, avec ses contradictions, avec sa part d'ombre. J'aime beaucoup quand on travaille sur l'acceptation de soi, en fait. Moi, c'est des choses qui m'intéressent avec l'hypnose. En hypnose, on peut pas se mentir à soi-même, en fait. On est obligé d'aller accepter aussi même ce qu'on n'aime pas trop chez nous, mais en fait, ce qui fait aussi notre complexité et notre singularité. C'est ça qui est intéressant. C'est l'objet de la question que je te posais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quand on va faire une séance d'hypnose, voilà, des phrases qui vont remonter, des paroles, des choses qu'on va dire, et puis finalement qui vont nous aider à avancer. J'ai aussi pas mal de questions pour terminer, peut-être sur il y a beaucoup de gens qui ont pas confiance en eux à cause de la place qu'ils ont occupée dans la fratrie. Alors on n'y peut rien. T'es l'aîné, t'es celui du milieu, t'es le petit dernier. Et il y a beaucoup le complexe de l'aîné qui finalement se met la pression de devoir tout réussir, tout assumer. Et puis parfois ça se passe pas exactement comme ça. Il y a un deuil à faire quelque part quand on travaille sur ça. C'est le deuil de l'image qu'on a eue de soi à un moment donné, de ce qu'on a cru qu'il fallait être. Et cette image, elle a été donnée par souvent le contexte, en effet, sur quelque chose comme ça. Mais il y a un moment, et c'est peut-être aussi normalement, dans beaucoup de civilisations, il y avait des rituels de passage à l'âge adulte, où justement on vient poser ces fardeaux-là et se réinventer comme. Oups, Kevin, pardon, fausse manip. Est-ce que tu peux réactiver ta caméra et ton micro? Voilà, désolé, c'est moi. Et ton micro est pas réactivé encore. Ah, c'est bon. Voilà, Du coup, je sais pas à quel moment ça a coupé. Ouais, pardon. Mais oui, je disais, il y a vraiment l'idée de faire le deuil d'une partie de soi dans certains cas, de lâcher. Ce travail de deuil est super important parce qu'à chaque étape de vie, on a la possibilité finalement de lâcher des choses qui appartiennent à notre passé. Ce que je devais être dans la fratrie, ce que je devais être pour mes parents, ce que je devais être à l'école, tout ça en fait, il y a un moment où on vient le poser en se disant ça n'appartient pas à cette époque de vie. Donc ce travail sur la transition, et c'est marrant, je suis en train de lire un bouquin là-dessus d'un anthropologue notamment qui parle du fait que dans beaucoup de cultures, c'est la transe, on parle de la transe au sens de la transe hypnotique, qui favorise la transition, et qu'il n'y a pas de transition sans transe. Et je trouve cette idée très belle. En fait, on a besoin d'états de conscience modifiés pour transiter dans notre esprit d'une partie de nous à une autre partie de nous, d'une façon d'être à une autre façon d'être, d'une construction à une autre construction. Et évidemment, notre vie, elle n'est pas monolithique. On a des étapes de vie. Et chaque étape de vie, c'est un moment où on vient se réinventer. Et je crois qu'un travail en hypnose, en thérapie, c'est un moment où on vient se réinventer, justement. C'est une fantastique conclusion, Kevin, pour notre soirée. L'occasion pour moi de te remercier d'avoir été présent avec nous et de nous avoir fait découvrir l'hypnose et l'auto-hypnose qu'on connaissait peut-être pas forcément. Peut-être tu veux adresser un dernier mot à nos participants avant de nous quitter? Écoute, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir d'avoir été avec vous. Alors, c'est vrai que je suis en train de rejoindre Mentor Show, donc merci pour la confiance aussi. C'est une bonne façon de rentrer encore un peu plus dans le projet. Et puis merci à vous d'avoir joué le jeu pour l'expérience, parce que c'est vrai que vous étiez apparemment 3000, c'est impressionnant, et je me dis que voilà, une expérience comme ça qu'on fait en collectif, même si elle est courte, même si elle est simple, merci d'avoir joué le jeu, d'avoir testé, d'être entré dans la proposition, et j'espère vraiment que ce que vous avez touché là, ça vous a fait du bien, et que ça va continuer à vous accompagner par la suite. Super, merci beaucoup Kevin, merci à vous d'avoir été si nombreux et d'avoir poursuivi cet événement avec nous. Je vous rappelle que ça continue. Demain à 14h, je reçois, comme je vous l'ai dit, Jonathan Lehmann qui va nous parler de méditation et de confiance en nous. Donc super intéressant, j'espère vous voir aussi nombreux. Kevin, j'ai été ravie de t'avoir. Encore merci à vous tous, et puis on vous souhaite une très 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 belle soirée. À bientôt.